L'autoroute serpente jusqu'à l'extrême bord de la colline abrupte. Par la fenêtre de la voiture, les deux assassins peuvent voir le fond bleu du port, entouré de falaises, où la petite cité méditerranéenne blanchie à la chaux, avec ses toits d'ardoise s'étend comme un Saint-Honoré émietté. Ils peuvent distinguer les petits bateaux de pêche amarrés dans l'eau couleur pierre ponce et les gens qui, semblables à des fourmis, vont et viennent sur les quais et sur les places. Khatov, l'homme qui a tiré le coup de feu mortel sur le diplomate en visite, tapote nerveusement le tableau de bord et quand il prend la parole, ses yeux et sa voix trahissent sa colère. « Bon, ils ne sont pas encore à nos trousses. Continuons !» Vologin, qui est entré dans les services secrets depuis un certain temps déjà, grogne et embraye. Son aspect physique, courtois et basané, correspond exactement à son humeur et à son tempérament. « Ils feront bien de ne pas se mettre à nos trousses. Je leur réserve quelque chose. » Khatov le regarde, exaspéré par ce ton de bravade. « Boucle-la, veux-tu? Bien sûr qu'ils vont nous poursuivre. Ils téléphoneront et la police se mettra en branle, et l'armée aussi, probablement. » Vologin conduit en se bagarrant avec le volant au lieu de le manœuvrer. Il évite de peu un jeune garçon qui tire un bœuf attelé sur le bas-côté de la route. Le garçon lui crie des injures et Vologin les lui rend tout en appuyant sur l'accélérateur. « Cesse de te plaindre !» dit-il à Khatov. « J'ai roulé les autorités pendant 24 ans. Nous serons à la villa d'ici 1 heure. Si nous évitons les barrages. Quand on s'occupera d'installer les barrages, nous serons attablés au 21 dans la villa et je serai en train de te gagner ton argent. » Il rase une Mercedes venant en sens inverse et la force presque à quitter la route. Un coup de klaxon indigné se fait entendre. « Dourak !» grommelle Vologin. « Mais nous avons 2 heures d'avance sur l'horaire, dit Khatov d'un ton inquiet. Le yacht n'arrivera qu'à 4 heures. Vologin regarde devant lui et évite de peu une ornière en faisant grincer les pneus. « Nous n'y pouvons rien, explique-t-il. Nous avions ordre de lui tirer dessus dès qu'il débarquerait. C'est leur faute et non la nôtre si le yacht officiel avait 2 heures d'avance. Oui, mais c'est nous qui partirons. » Un vieillard qui marche sur le bord de la route manque d'être écrasé. Vologin ne lui accorde pas un regard. « Pourquoi faut-il toujours que tu te fasses de la bile? Pourquoi ?» Khatov n'en sait rien. C'est un anxieux. Il n'y peut rien. Pendant 2 jours, ils sont restés cloîtrés dans la sordide petite chambre meublée donnant sur le quai, et il s'est rongé les sangs. Puis, le yacht officiel est arrivé et a acheté l'ancre, et le diplomate est descendu à terre en compagnie d'un groupe de dignitaires moins importants. Les hommes des services secrets et les policiers en uniforme ont repoussé tout le monde sur le quai, et Vologin, qui regardait par la fenêtre, a grommelé « Des valets, tous des valets. Je voudrais leur envoyer une balle dans la nuque, à eux aussi. » Trempé de sueur, agité, Khatov l'a écarté pour passer le canon du fusil par la fenêtre, repérant sa victime grâce à la lunette de visée. Il a ainsi distingué le diplomate aussi nettement que si ce dernier était un acteur sur une scène. Khatov a amené le réticule sur la poitrine de l'homme et il a hésité. « Nous ne devrions pas faire ça, » a-t-il chuchoté. « Nous sommes trop avance sur l'horaire. Nous allons être coincés pendant 2 heures dans cette villa déserte pendant que la police nous recherchera. » « Mais que veux-tu dire? Nous ne devrions pas faire ça, » s'est exclamé Vologin. « Nous ne sommes pas des citoyens privés qui ont le droit de changer d'avis. Nous n'avons pas le choix. L'ordre est de l'abattre dès qu'il débarquera. Passe-moi le fusil si tu as peur. » Mais Khatov ne recule pas devant un assassinat. Il se retourne vers la fenêtre et vise de nouveau le diplomate qui se trouve toujours sur le quai, serrant des mains, riant. Khatov peut voir ses lèvres remuer. Alors, il appuie sur la détente d'un geste convulsif.
Au moment où ils se sont enfuis de la maison, ils ont heurté une femme enceinte qui montait l'escalier. Vologin l'a écartée brutalement, mais Khatov, prenant soin de ne pas la toucher, s'est excusé à voix basse. En grimpant dans la voiture qui les attendait, Vologin a dit « On aurait dû la tuer, elle aussi. Elle va leur donner notre signalement. » Khatov n'a rien répondu. Il songe à l'étrangeté de la coïncidence. Il vient de tuer un homme et de rencontrer, aussitôt après, une femme qui va mettre au monde un nouvel être humain. C'est ainsi que l'équilibre se rétablit, songe-t-il. Mais Vologin a eu raison, ils auraient dû la tuer. L'angoisse commence à l'envahir. 45 minutes plus tard, la route grimpe toujours. Les montagnes sont rares, striées de ponces, piquées de broussailles vertes qui ressemblent à des taches de lèpre. Khatov est malade d'appréhension. À chaque nouveau tournant, il s'attend à voir se dresser un barrage et il ne cesse de passer sa main droite sous son veston pour tâter la crosse du Moser accrochée dans un étui sous son aisselle. Vologin agrippe son volant comme s'il s'agissait de la gorge d'un ennemi, mais il jette un coup d'œil à Khatov et sourit en voyant son expression crispée. « Tu vois, je te l'avais dit, pas de pépin, nous arriverons à la villa dans un quart d'heure environ. » À ce moment précis, le pneu arrière gauche fait bang et une embardée déporte la voiture vers le bord de la falaise. Tandis que Vologin se bat avec son volant, Khatov hurle « Lâche le frein !» La voiture s'arrête avec un soubresaut et Khatov lève une main tremblante pour s'essuyer la bouche. Avoir été forcé de tuer le diplomate avant l'heure prévue constitue le premier contretemps. Puis, il y a eu cette rencontre avec la femme enceinte qu'ils n'ont pas tuée. Et à présent, un pneu crève. Que va-t-il nous arriver encore ? Se demande Khatov. Il va y avoir autre chose. Je le sens. Vologin jure grossièrement et passe la tête par la fenêtre pour regarder le pneu défunt. Le croirais-tu, Khatov ? C'est la première fois que j'ai une crevaison depuis la guerre. Khatov jette sur les montagnes un regard de froid désespoir. Un chemin verdoyant s'ouvre à sa droite. Il l'examine songeusement en se passant la langue sur les lèvres. Vologin se détourne de la fenêtre. « Eh bien, ça n'a pas d'importance, » affirme-t-il. De toute façon, nous sommes en avance. 10 minutes pour changer le pneu ne feront guère de différence. On peut dresser un barrage en 10 minutes aussi, et ça fera une différence. Attends que nous arrivions au barrage pour t'inquiéter, Khatov, veux-tu ? Donne-moi plutôt un coup de main. Mais Khatov est un homme prudent. Il en a assez. Il ouvre la portière et descend. Il cherche 2 hommes dans une voiture, explique-t-il. Peut-être pourras-tu leur échapper tout seul. Moi, je file à travers les champs. La décision de Khatov paraît bien aventureuse. Gagnera-t-il son pari ? La réponse d'ici quelques instants. Vologin en est demeuré sidéré. Mais bientôt il se reprend. « Tu es fou, Khatov. Si tu vas à pied, ils t'attraperont aussi facilement qu'un lapin blessé. Allez, remonte !» Khatov secoue négativement la tête et se détourne. « Je te retrouverai à la villa, si du moins nous leur échappons tous les deux. Bonne chance, Vologin. Khatov, tu es fou !» Khatov fait mine de ne pas entendre. Il traverse la route en courant et se réfugie dans un ravin broussailleux. Il a fait pendant 10 ans le métier le plus risqué du monde. Il ne va pas maintenant se jeter aveuglément dans la gueule du loup. De la prudence, de la prudence. Vologin est un imbécile qui se fie trop au hasard. Il soulève un nuage de poussière tourbillonnante tandis qu'il descend le ravin pour gagner une petite vallée.
L'endroit est sans vie, inculte. Son agriculture a décliné des années auparavant. Ratov traverse rapidement un échiquier désert qui a jadis produit des olives, du raisin et du blé. Les cabanes abandonnées par les paysans ne sont plus que des ruines aux toits croulants, envahies par les bardanes tachées de rouille. L'endroit convient parfaitement à Ratov. Il veut avant tout éviter qu'on ne l'observe. Il quitte la vallée silencieuse et se met à escalader les collines dénudées. Le soleil brumeux brûle comme un fer chauffé à blanc et tout n'est que poussière et que schiste glissant. Ratov s'arrête pour reprendre haleine et consulte sa montre. 3 heures. Le temps presse. Il faut atteindre la villa déserte à 4 heures. Il sait par expérience que les occupants du yacht n'attendront pas. Il jure sourdement et reprend son escalade. Il songe qu'on l'exploite, qu'on ne le paie pas suffisamment pour faire un métier qu'il voudrait bien n'avoir jamais entrepris. Il aurait dû trouver une profession offrant une certaine sécurité. Il arrive dans une plaine broussailleuse et se trouve en face d'une grande ruine croulante qui a été un palais bien avant la naissance du Christ. Mais l'histoire, sauf celle de l'organisation pour laquelle il travaille, n'intéresse pas Ratov. Il voit qu'une route court en bas des ruines et, pour gagner du temps, il décide de passer par l'ancien palais. Il traverse une cour défoncée, monte un large escalier et arrive sous une arche. Il longe à l'aveuglette des couloirs silencieux, entre dans un appartement royal, voit des baignoires effondrées, des salles aux murs lépreux, entourées d'énormes piliers noirs. Soudain, il se sent perdu. Il fronce les sourcils et considère les couloirs tortueux et les salles innombrables. Il se trouve dans un labyrinthe. « C'est trop bête, » se dit-il. « Reviens sur tes pas. Tourne à droite. Non, tu n'es pas passé par là. Bon, alors tourne à gauche. » Il consulte sa montre. 3h20. Inquiétant. Très inquiétant. Il se met à marcher rapidement. Au bout de 3 minutes, il arrive dans une salle à piliers noirs. Il est de retour à son point de départ. Ratov contemple désespérément les murs couverts de lichens et songe, avec une ironie amère, qu'il est l'homme qui prétend ne jamais tomber dans un piège. Un bruit incongru brise soudain le silence poussiéreux des ruines 4 fois millénaires. Ratov tressaille, tourne la tête et reconnaît le son. Un grincement de frein sur la route. Il entend le claquement assourdi d'une portière d'auto et se met à crier. Une voix, relativement proche, répond « Où êtes-vous ? Ici, je ne trouve plus la sortie. Continuez à appeler !» Ratov marche en direction de la voix, la main droite passée sous son veston et posée sur la crosse du Moser. L'étranger a une voiture, ce dont Ratov a justement besoin. Il tourne un coin et manque se heurter à un policier en uniforme. Pendant un bref instant, les 2 hommes ressemblent à 2 statues oubliées parmi les ruines. Puis le policier demande « Qui êtes-vous? Que faites-vous ici ?»« Je suis touriste. Je suis égaré. »« Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je n'ai vu aucune voiture sur la route. » Ratov avale sa salive et parvient à esquisser un sourire. « J'ai fait autostop depuis le village. J'habite là. »« Quel village? Vous voulez dire Vikeros ?» Ratov saisit la perche. « Oui, Vikeros !» Négligemment, le policier pose une main sur l'étui de son revolver. «
J'aimerais bien voir vos papiers, monsieur. Vikeros est abandonné depuis 1942. Khatov, sans cesser de sourire, incline la tête. Je les ai ici même, monsieur. L'explosion du Moser déclenche un tonnerre d'échos fugitifs. Le policier tombe à la renverse, comme s'il avait été frappé par le souffle d'une grenade. Il est mort lorsqu'il heurte les dalles antiques. Seules, ses mains continuent à s'agiter, comme si elles cherchaient quelque chose. L'homme en uniforme qui quitte les ruines et coupe à travers les hautes herbes pour gagner la voiture de police arrêtée sur le chemin de terre avance avec un sourire sinistre. Sa montre indique 3h45. Il a 15 minutes pour parvenir à la villa déserte. Tout le temps voulu. Il ouvre la portière du véhicule et s'arrête pour ajuster la casquette du policier sur sa tête. Il vérifie son aspect dans le rétroviseur. Satisfaisant. Très satisfaisant. Il ne peut s'empêcher de sourire tout en mettant le moteur en marche. La vieille demeure se trouve au bout d'un promontoire et elle s'accroche obstinément, malgré sa décrépitude, à la côte rocheuse. Khatov descend paisiblement la route bordée d'arbres. Il prend un tournant et, à travers le feuillage, aperçoit les murs de calcaire qui luisent devant lui. Il se demande si Vologin est également parvenu à destination quand il entend un coup de feu. Il serre les freins, saisit son pistolet, ouvre la portière et se tapit sur le chemin tout en examinant les broussailles. C'est alors qu'il voit une autre voiture de police s'arrêter sur l'allée herbeuse devant la vieille maison. Un coup de revolver claque de nouveau quelque part. Il hésite. Ça n'est pas après lui qu'ils en ont, puisqu'il porte un uniforme de police. Et ils n'ont pas pu retrouver le cadavre, puisqu'il l'a caché dans les ruines 10 minutes plus tôt seulement. Vologin a dû arriver à la villa, et il est là, à attendre. Mais il n'est pas venu seul. Il a trouvé le moyen de se faire suivre par la police. « Je le savais !» se dit rageusement Khatov. « L'imbécile ! Il trouve toujours moyen de s'attirer des ennuis. Et maintenant, il va falloir que je le tire de là. » Il traverse les fourrés, courbés en deux, et s'approche des murs de la villa. Puis, il s'arrête, reprend son souffle et regarde autour de lui. Un policier armé est debout derrière un pin. Il fait signe à Khatov de descendre vers lui. « J'ai donné la chasse à un de ces assassins !» crie-t-il. « Il est dans le patio. Puisque vous êtes là, nous allons l'encercler !» Khatov incline silencieusement la tête en regrettant que le policier soit trop loin pour qu'on puisse tenter de le tuer. Mais il ne veut pas démasquer ses batteries avant d'être certain de réussir. Puis, il a une inspiration. Il fera mine d'aider à capturer Vologin, et quand le policier ne sera plus sur ses gardes... Khatov agite le bras et se glisse à travers les broussailles jusqu'à l'extrémité nord du mur croulant du patio. Il entend Vologin échanger un coup de feu avec le policier et sourit. Son ami va avoir une belle surprise. Il s'approche du mur et lève la tête pour regarder le patio, vaste et envahi par la végétation comme un jardin secret de conte de fées. Vologin est tapis 60 mètres plus loin, derrière une vieille statue de marbre, et il scrute les fourrés avec l'attention crispée d'un homme qui s'attend à recevoir un coup de feu. Khatov, sans cesser de l'observer, se met à escalader le mur. Il voit Vologin se redresser brusquement et lever son pistolet, mais le policier a été plus prompt que lui. Une détonation éclate dans les fourrés et la tête de Vologin se rejette en arrière. Il pivote grotesquement, perd l'équilibre et s'écroule la tête la première sur les dalles. Khatov ne peut en croire ses yeux. Juste au moment où tout allait s'arranger. Mais Vologin a toujours aimé jouer du revolver. Néanmoins, les jeux ne sont pas encore faits.
Peut-être Vologin n'est-il pas mort. L'essentiel, c'est de s'approcher du policier pendant qu'il ne se méfie pas et de l'abattre. Khatov se ferait rapidement un chemin à travers la végétation luxuriante. Vologin, de la bouche duquel coule un filet de sang, lève la tête et voit s'approcher Khatov. Il va mourir comme il a vécu, haineusement. Khatov n'a même pas le temps de l'appeler. La balle de Vologin l'atteint en pleine poitrine. Il s'écroule, tente de se relever, de prévenir son ami. Mais ses bras deviennent de plomb. Et la seule chose qui sort de sa bouche est un liquide chaud et salé.